Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Solo qui vient nous présenter son nouvel album consacré à Ernesto Lecuona. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. Alors pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir d'écouter votre précédente interview d'octobre 2023 sur nos ondes, vous êtes à la fois pianiste, conférencier, animateur radio notamment sur Musique 3, professeur, comédien et auteur. Je vous propose de débuter notre entretien en écoutant votre interprétation d'Aragon et Malaguena d'Ernesto Lecuona. Notre invité, Pierre Solo, est au piano.
Aragon et Malaguena d'Ernesto Lecuona dans l'interprétation de notre invité Pierre Solo. Alors dites-nous Pierre, qui était Ernesto Lecuona ? Eh bien, c'est quand même étonnant, effectivement, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup de notre côté de l'Atlantique, alors que de l'autre côté, du côté cubain et même américain de la force, eh bien, on ne se pose pas du tout la question. C'est quelqu'un d'extrêmement célèbre. À Cuba, on enseigne sa musique dans les écoles. Il est plus qu'une star. Il est véritablement un pan de la musique de Cuba, un pan qui s'est d'ailleurs élargi largement aux États-Unis et même plus bas en Amérique du Sud aussi. Mais c'est vrai qu'on le connaît très très mal par ici. Alors, Ernesto Lecuona, il naît à la fin du 19e siècle. Il meurt en 1963, donc ça permet de le situer. C'est un pianiste virtuose, avant tout, quelqu'un d'assez privilégié dans sa vie initialement, qui a pu découvrir la musique occidentale, Bach, Brahms, s'être éduqué au cinéma, et qui très vite va se retrouver à écrire de la musique, à la jouer également, que ce soit pour des zarzuelas, donc ces espèces d'opérettes espagnoles qui existent aussi à Cuba, aux États-Unis, évidemment, c'est tout le jeu des migrations successives, mais également de la musique pour lui, qu'il joue en concert, il fait des tournées, on peut l'entendre sur YouTube, on peut retrouver des vidéos de lui. Il est absolument extraordinaire comme pianiste, très très virtuose. Il a joué aux États-Unis, il a joué en Europe, il a joué devant Ravel, il a joué Rhapsody in Blue devant George Gershwin qui est venu le féliciter en disant ça c'est vraiment comme ça qu'on joue ma musique. Et donc voilà, quelqu'un qui a appris à briller en concert et qui a écrit une musique à la fois imbibée de tout ce qu'il a pu toucher, approcher lors de ces tournées diverses, et en même temps, bien sûr, de ce qui fait sa particularité, c'est-à-dire sa culture cubaine, avec ce que ça suppose déjà de métisser à l'origine. Comment avez-vous fait la connaissance de son œuvre ? Eh bien, c'est souvent une histoire de rencontre, les projets comme ça. Donc moi, c'est une amie qui est musicienne, une amie cubaine. Je donnais cours à son fils, pour la petite histoire, et elle m'a offert, le jour où j'ai décidé d'arrêter de donner cours, de faire effectivement de la radio et de ne pas arrêter de parler, elle m'a donné des partitions en me disant « Regarde ça !» Personne connaît ça ici, mais en fait, c'est vraiment de la bonne musique pour piano. Et donc, c'était des partitions de musique d'Ernesto Lecuona. Donc, moi, j'ai pris ces partitions, je me suis mis au clavier, je me suis dit, ah, tiens, c'est vrai, ça tombe bien dans les doigts, comme on dit, hein, comme du Chopin, comme du Liszt. On sent que ce sont des pianistes qui ont écrit pour leur instrument, bon, avec leur capacité. Donc, c'est quand même très virtuose. C'est pas pour ça que c'est facile à jouer. Mais il y a quelque chose d'extrêmement habile dans la façon de faire sonner le piano. C'est orchestral. Et puis, il y a ce côté très virtuose, comme les grands romantiques du 19e siècle, mais en même temps, cette virtuosité qui se déhanche, qui danse, qui appartient vraiment à Cuba. Je me suis dit, ça c'est quand même vraiment fascinant. J'ai laissé ça de côté un petit peu, période du Covid, et puis je me suis dit, mais en fait, cette musique au premier degré, et je dis ça positivement, qui va directement au cœur, qui ne cherche pas par un intellectualisme à montrer ceci ou cela, à chercher un progrès dans l'histoire de la musique, pas du tout. Cette musique-là, elle a du sens. Je ne sais pas exactement lequel, mais je me suis dit, bon, en fait, ok, personne n'enregistre par ici, je me suis tourné à gauche, à droite, non, alors je vais le faire, voilà. Alors, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour jouer la musique de Lecuona ? Un sens du rythme ? Oui, un sens du rythme, sûrement, parce que c'est une musique qui s'inscrit dans une pulsation forte. Finalement, la musique classique, elle est la musique probablement la moins respectueuse de la pulsation, de cette chose qui swing, Enfin, c'est vrai, la plupart des musiques sont battues. On voit ça avec les enfants, ils ont du mal avec la musique classique parfois, parce que c'est difficile de danser dessus, alors que dès qu'on a une battue derrière, il n'y a pas de problème. Donc la question rythmique, elle est fondamentale. C'est une musique essentiellement dansée, la musique d'Ernesto Lecuona, dans le sens où en fait, la musique, de nouveau pour revenir à l'enfant, quand un enfant entend de la musique, il essaye de bouger dessus. Et elle a cette force-là initialement, donc il faut avoir une force rythmique pour la jouer. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur également, à la fois d'aller chercher une intimité du cœur, de celle qui se susurre à l'oreille quand on raconte des histoires en musique, et en même temps un petit peu d'excès aussi. Je parlais de Franz Liszt, de ces musiciens du 19e siècle qui n'avaient pas peur c'est les premiers à être montés tout seuls sur scène et à faire le show comme en récital, comme on dit, c'est-à-dire tout seul avec un piano ou un violon, si on veut parler de Paganini ou d'autres encore. Et Lecuona, il appartient à cette lignée-là, des gens qui font le spectacle également avec leur musique. Ce serait très flatté de la comparaison. Hein. Mais je crois qu'elle est légitime, vraiment. Même dans l'écriture, dans les idées, il y a quelque chose qui appartient vraiment à ces grands génies du 19e siècle. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des interprètes de Lecuona que vous aimez écouter ? Il y a très peu de gens qui ont enregistré cette musique et qui l'ont enregistrée largement. Il y a eu une intégrale qui a été faite, c'était justement en 1995, je pense que c'était pour le centenaire de la naissance, si je ne me trompe pas, avec tout un travail musicologique. Donc c'est naturellement passionnant. En fait, si je me suis autorisé à enregistrer cette musique, c'est probablement parce que je n'ai pas trouvé... Il y a des tas de gens qui jouent des
petites pièces par-ci par-là et qui les jouent très bien. Mais véritablement une anthologie, Lecuona, qui me séduisait complètement, je ne l'ai pas trouvée. Ça ne veut pas dire que la mienne me plaît absolument, mais en tout cas, elle avait le mérite de Moi, se elle me poser... plaît. Pardon ? Moi, elle me plaît. Écoutez, je prends le compliment, Frédéric, avec joie. Mais elle avait le mérite de se poser là où il y avait peu de matière discographique. Bon, les premiers concerts ont déjà eu lieu maintenant, donc à la rencontre du public aussi. Les retours sont quand même très positifs sur la découverte d'une musique que tout le monde comprend, et je ne peux pas m'empêcher de trouver ça une grande qualité, qu'on puisse comprendre d'emblée qui que ce soit une musique comme celle-là. Et en même temps, je suis moi-même un fan de création contemporaine, pointue, tordue et intellectuelle, mais je crois que ça ne doit pas empêcher d'aimer également une émotion directe comme celle de la musique de Lecuona. Oui, je pense que c'est le privilège de votre génération, c'est qu'on a enfin poussé les frontières. Il n'y a plus de frontières. On peut aimer à la fois Lecuona et s'intéresser au marteau sans maître de Pierre Boulez. On cite toujours Pierre Boulez comme l'intellectuel par excellence. Alors, Lecuona est connu pour ses mélodies imparables. Pensez-vous qu'il existe une recette pour réussir une mélodie ? Ah, ça c'est une bonne question. C'est toute la question de la production de musique pop notamment. Ça m'intéresse beaucoup la musique pop parce que souvent, au-delà des interprètes, des chanteurs, il y a quand même des producteurs derrière, des gens qui vous font des tubes, qui vous les fabriquent. Alors, comment est-ce qu'une mélodie peut être géniale, traverser le temps, faire énormément d'argent si on est sur une production plus commerciale? J'avoue que c'est assez mystérieux pour moi. Bien sûr, on sait qu'il y a des recettes, c'est-à-dire que la musique de cinéma fonctionne là-dessus. Si on veut provoquer telle ou telle émotion, on sait comment faire. Ça tient à des données très techniques de schéma harmonique, d'intervalles, enfin bref, tous des mots un peu barbares et musicologiques, mais en fait, on a un pouvoir quand on écrit de la musique et quand on a cette capacité-là. On peut faire pleurer, on peut faire rire, on peut énerver. Il y a des techniques. On peut manipuler, en fait. Je crois qu'on peut manipuler. En fait, on pourrait effectivement politiser cette réflexion et se dire jusqu'où va le pouvoir d'un compositeur, notamment de musique de film, derrière une image qui peut provoquer telle ou telle sensation chez vous. Je trouve ça effrayant, fascinant en même temps, et ça appartient à cette question-là. Non, j'ai pas la recette. Il y a probablement quand même une histoire de don, d'évidence, quelque chose qui est pas très très clair, d'intuition. Voilà, c'est plus ça. L'inspiration ? Oui, d'inspiration. Je crois à moitié au don, parce que quand même, il faut quand même toujours beaucoup travailler pour arriver à quelque chose. Mais la question de l'inspiration et de l'intuition, quelque chose une espèce de sixième sens qui se développe sur la connaissance, ça m'intéresse. Et je pense qu'il y a des gens qui l'acquièrent plus vite. C'est probablement le cas de Lecuona ou de tas de producteurs de chansons pop qui font ça merveilleusement et qui vont justement chercher une émotion directe. La pop, c'est ça. On a 3 minutes de musique, on a 3 minutes de chansons. Les pièces de Lecuona, c'est très court aussi. Comment est-ce qu'on va chercher tout de suite le cœur de la personne? Ça a du sens. C'est vigoureux en termes émotionnels, mais ça a du sens. Alors, je vous propose de poursuivre avec le cycle de 10 danses cubaines du 19e siècle. Donc, notre invité, Pierre Solo, en est l'interprète.
Le cycle de 10 danses cubaines du 19e siècle du compositeur cubain Ernesto Lecuona, notre invité Pierre Solo, en était l'interprète, un extrait d'un nouvel album paraissant chez Fuga Libera. Alors, si mes informations sont correctes, cet album est votre premier album solo. Oui. Est-ce que vous avez aimé cette expérience d'enregistrement ? Ah, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Après, c'est toutes les questions que se posent souvent les musiciens sur la légitimité de ce que l'on fait, le sens de ce que l'on fait. En fait, jouer seul, en concert certainement, ça reste un moment qui est particulier. Par exemple, pour être tout à fait concret, quand on joue en musique de chambre, il est évident qu'au sortir de scène, on est tous, n'importe qui, quel que soit son niveau, pétri de fragilité. On se dit, est-ce que ça a plu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que ceux-ci l'ont entendu, cette petite erreur, etc. Et quand on a des partenaires, souvent, il faut même pas s'en parler, il suffit d'un regard pour comprendre si ça s'est bien passé, si on peut se rasséréner et aller boire un verre au bar. Ça, c'est une chose. Quand on est tout seul, c'est pas aussi évident. On est face à soi-même. Et donc, la démarche, elle est pas plus audacieuse, mais elle est plus risquée en termes de fragilité interne. Oui, j'ai aimé l'expérience. Parce qu'en fait, c'est une mise en danger. Tout ce qui est neuf est une mise en danger. Pour moi, je m'appelle Pierre Solo. Je fais mon premier disque solo. Il y a un moment, il fallait être cohérent, probablement, en termes de patronyme. Mais surtout, il y a toujours la question de comment est-ce qu'on continue à se mettre en danger, parce que c'est là qu'on se connaît mieux, et donc c'est naturellement plus intéressant. Oui, j'ai aimé cette expérience. Après, je l'ai pas cherché. Il se fait que la musique de Lecuona était écrite pour piano solo, et donc voilà, je l'ai fait tout seul. C'est pas une volonté en soi. Je cherche pas absolument à me retrouver à l'endroit du soliste. Le projet m'y a amené. C'est une expérience passionnante. Je crois que j'ai appris beaucoup sur moi. J'espère que ça a été surtout profitable pour ceux qui l'écoutent, parce que c'est quand même ça la question finale. Moi, je peux parler de moi et m'intéresser à moi, mais en fait, un disque, ça va vers les gens, et c'est ça l'objectif. Donc, on peut espérer d'autres disques de Pierre Solo en solo ? Pour autant qu'il y ait un projet qui le mérite. C'est-à-dire que, oui, je jouerai seul s'il y a un projet que personne d'autre ne fait et qui doit être joué seul. Alors, je le ferai. Je le ferai pas pour être seul, ça non. Alors, on va écouter Tres Miniaturas, alors de Ernesto Lecuona, Bellflower, Music Box et Polichinelle, dans l'interprétation de notre invité Pierre Solo.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, Tres Miniaturas d'Ernesto Lecuona, Bellflower, Music Box et Polichinelle dans l'interprétation de notre invité Pierre Solo. Alors Pierre, parmi vos nombreuses activités, il y a la Music Factory à la Philharmonie de Liège. En quoi cela consiste-t-il ? Ça consiste en des concerts avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, où je suis sur scène. Alors, en quoi ça consiste ? Ce sont des concerts commentés, mais c'est un petit peu plus que ça. L'idée, initialement, est de faire venir un public le plus large possible, c'est-à-dire de faire venir des gens qui viennent jamais dans les salles de concert. Comment les faire venir ? Déjà, je pense que le projet des Music Factory, c'est d'étendre l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en fait, on va jouer de la grande musique symphonique, comme on peut le dire. C'est déjà spectaculaire en soi, évidemment, un orchestre symphonique. Maintenant, dans une salle, il faut connaître la salle philharmonique à Liège, mais c'est le cas de plein de salles de concert de musique classique. Ce sont des salles, d'abord, qui historiquement sont assez chargées en général, et qui sont le lieu d'un théâtre, qui peut être un théâtre très réjouissant. Quand est-ce qu'il faut applaudir ? Comment est-ce qu'il faut s'habiller ? Comment est-ce qu'on se tient ? Etc., etc. Ce théâtre-là, je le démonte du début à la fin. Pas parce que je ne l'aime pas, au contraire, mais parce que tous ces codes-là m'intéressent à partir du moment où ils n'excluent personne. La Music Factory, c'est ça. C'est l'idée de n'exclure personne. C'est gratuit pour les moins de 26 ans. On essaye effectivement de changer, d'élargir le plus possible le public à travers une musique qui, en fait, une fois que ces codes un peu coercitifs sont dilués, une musique qui, finalement, parle à beaucoup de monde. On fonctionne sur des thèmes, en plus, qui sont parfois des thèmes totalement rocambolesques. Là, la prochaine séance, c'est les pirates. Donc, l'abordage, oui, j'ai vu. À l'abordage, exactement. Oui. Donc, c'est un prétexte. Hein. Mais la séance suivante, par exemple, elle s'appelle Censuré. Et là, on est sur une dimension plus politique. On va aller chercher des musiques qui ont été censurées pour des tas de raisons, que ce soit en Union soviétique, parce qu'elles ne correspondaient pas à l'idéal esthétique, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était simplement des compositeurs juifs et qui étaient donc mis au banc. Mais il y a aussi la question des femmes compositrices. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, on va traiter ces sujets-là et de se dire, en fait, si ces musiques ont été censurées, ces musiciens, ces compositeurs, c'est qu'elles avaient une force politique, qu'elles ont menacé à un moment ou à un autre tel ou tel dictateur ou dictature. Et de se demander pourquoi, en quoi, comment est-ce que dans la musique, il y a quelque chose qui est dangereux politiquement. Et ça, je trouve ça passionnant. Et alors, ces thèmes sont décidés en accord avec le chef d'orchestre ?
Alors, j'avoue qu'à Liège, il me laisse une belle marge de manœuvre. C'est très, très chouette. On discute en équipe. C'est un fonctionnement d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a toute l'équipe administrative, le chef d'orchestre, etc. On discute des thèmes, on se lance des idées. Il y a du brainstorming dans tous les sens, que ce soit en termes de communication ou de contenu. Et en général, c'est des moments très festifs où on rigole beaucoup. On imagine déjà toutes les bêtises qu'on va pouvoir faire parce que ce sont des séances où, bien sûr, il n'y a pas juste un concert et un type qui parle devant. En fait, on s'amuse. Bref, j'ai l'occasion je sais pas moi, de sortir d'un cercueil, de grimper au balcon pour distribuer des roses enfin, bref, ça va dans tous les sens, mais toujours à travers la musique. Et c'est surtout une manière aussi de raconter les coulisses. Vous savez, les coulisses de la préparation d'un concert, ce qui se joue entre les musiciens. Parce qu'un orchestre, c'est pas une masse de musique, ce sont des tas d'individus qui travaillent dans la même direction vers un projet musical. Et à partir du moment où on les pense comme individus, on commence à regarder les connexions entre eux, entre ceux qui s'aiment, ceux qui s'aiment pas, ceux qui doivent s'arranger, ceux qui se donnent des signes ou pas. En fait, c'est un monde en soi, c'est toute une micro-société qui s'exprime et ça devient passionnant. Alors, lors de précédentes rencontres, nous avions évoqué la légendaire table d'écoute que vous animez. Cette fois-ci, je vous propose de parler de l'émission Ça vient de sortir. Oui. Est-ce un nouveau rendez-vous? Est-ce quelque chose que vous animez depuis longtemps? Et alors, vous avez évoqué récemment dans un post Facebook qui a été très commenté qu'il y avait beaucoup de nouveautés classiques. Alors, quel est votre sentiment par rapport à ça? C'est ça. Donc, ça vient de sortir. C'est effectivement une émission qui traite des nouveautés discographiques. En fait, c'est un endroit qui est pas si évident puisque j'enregistre moi-même des disques, je suis musicien et en plus on me demande de critiquer les disques des autres. Alors a priori personne fait ça. Je revendique cette incohérence ou cette cohérence, bref peu importe. Je pense qu'il n'y a pas de problème à entendre un disque et à dire ce qu'on a entendu. Ça veut pas dire qu'on a raison, mais à dire voilà moi j'ai entendu ça, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Puis les gens ils font leur chemin à partir de là. Sur la question de la production discographique, effectivement je me suis fendu d'un poste ou l'autre ces derniers temps. Probablement d'abord en réaction, c'est-à-dire que moi, il y a la rentrée des classes, entre guillemets, la rentrée de radio, et je vois des piles de disques sur mon bureau, et je les regarde, et globalement, je me dis, quand même, on nous resserre souvent la même soupe. Vraiment. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des musiciens formidables. Enfin, je crois qu'on en vit à une époque où il y a un nombre de musiciens d'un niveau absolument hallucinant. Donc les musiciens sont géniaux. Mais sur les idées, sur les programmes, sur ce qui est proposé, sur ce répertoire qu'on enregistre encore et encore et encore, je ne sais pas s'ils ont tort. Mais ça me pose question. Et ce que j'ai publié posait la question. Moi, je suis en recherche. C'est-à-dire que j'ai l'occasion, effectivement, d'avoir une tribune radiophonique. Et donc, quelque part, je pose l'état de mes recherches. Mais par rapport à ça, en fait, ce sont des questions passionnantes parce que on pourrait se dire que, bien sûr, creuser un répertoire comme le répertoire classique, qui est séculaire, c'est creuser des textes encore et encore. Comment on peut creuser le Talmud? D'ailleurs, c'est la même idée, vraiment. C'est cette idée de toujours chercher dans ces textes qui sont des textes extrêmement riches, comment est-ce qu'on peut leur trouver du sens aujourd'hui à force de travail. C'est un travail intellectuel extrêmement fort. Ceci dit, je ne suis pas sûr que tous les disques qui sortent font ce travail-là. Il y a aussi un opportunisme à aller enregistrer une sonate de Schubert parce qu'on sait qu'on va la vendre, parce que c'est beau, parce que ça plaît, parce que ça ne secourra personne. Et je ne suis pas persuadé que ce soit la même démarche que celle de creuser un chef-d'œuvre. Et donc, voilà, moi je pose juste la question du chemin discographique sans apporter évidemment de réponse. Et j'aime bien proposer de temps en temps un peu de radicalité juste pour faire réagir et réfléchir tous ensemble. Et là, la radicalité voulait que j'ai proposé d'abandonner tout ce qui était passé et de ne faire que de la création. C'est absurde, mais ça permet quand même de se mettre à cet endroit-là un instant et de se dire, est-ce que ça a du sens? Oui, non. Et si ça n'a pas de sens, alors de se dire, pourquoi est-ce qu'on enregistre la musique du passé? Le musicien classique qui, tous les jours, ne se dit pas, pourquoi est-ce que je joue du Beethoven ou du Chopin, je pense qu'il est à côté de la plaque. Et il faut qu'il trouve une raison tous les jours. Moi, tous les jours, je trouve une raison pour continuer à parler et à jouer cette musique-là. Mais le jour où j'en trouve plus, je m'arrête de jouer. C'est promis. Mais il faut se poser la question, vraiment. Donc il faut aborder une œuvre si on pense qu'on apporte quelque chose de singulier à l'œuvre? Oui, et qu'elle a du sens aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai pas de problème à penser que certaines œuvres appartiennent à une époque et qu'elles n'appartiennent pas nécessairement à tous les siècles qui vont suivre. Et elles peuvent éventuellement rejaillir à un moment, mais de se dire quel est le rôle de cette musique et du musicien dans la société d'aujourd'hui. Et je suis persuadé qu'il y a un rôle, mais peut-être pas pour tout non plus. Donc, mais en fait, c'est ça. On ne peut pas être dans une tour d'ivoire comme musicien classique à vénérer les chefs-d'œuvre parce que ce sont des chefs-d'œuvre. Non.
Non, on est des citoyens, on a une place intellectuelle, on est en recherche, on creuse, la vie est absurde, il faut lui trouver un sens. Et là, il faut qu'on se dise quel est le rôle du musicien absolument aujourd'hui. Et c'est pas évident. Mais c'est pas parce que c'est pas évident qu'il faut pas y réfléchir. Alors, je vous propose de retourner à la musique avec San Francisco El Grande d'Ernesto Lecuona dans l'interprétation de notre invité Pierre Solo.
San Francisco El Grande d'Ernesto Lecuona dans l'interprétation de notre invité Pierre Solo, un extrait d'un nouvel album paraissant chez Fuga Libera. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Pierre Solo d'avoir accepté notre invitation. Merci, avec joie. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.